Une Israélienne poignardée à mort chez elle par un Palestinien qui a pris la fuite. Cela se passait tout à l'heure dans l'implantation d'Outniel, tout près de Hebron. Chasse à l'homme toujours en cours. Les sanctions économiques visant l'Iran ont été levées aujourd'hui, mais la méfiance reste de mise. Les États-Unis sanctionnent dans le même temps le programme de missiles balistiques de Téhéran qui ne veut pas rétablir tous les ponts avec Washington. Troisième visite d'un pape dans la grande synagogue de Rome. François est venu à la rencontre de la communauté juive pour dénoncer avec force l'antisémitisme. Bonsoir, l'Iran est donc sorti officiellement de son isolement international aujourd'hui. C'est la conséquence de l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne l'été dernier. Les sanctions économiques qui frappent Téhéran peuvent désormais être levées progressivement, même si tous les doutes ne sont pas encore dissipés. Et il y a même une certaine méfiance qui reste de mise de part et d'autre. Maxime Pérez. La chef de la diplomatie européenne et son homologue iranien côte à côte. La fin d'un bras de fer diplomatique de 10 ans. 6 mois après la conclusion d'un accord sur son programme nucléaire, les Occidentaux ont officialisé la levée des sanctions visant la République islamique. Le symbole est fort, encore plus quand ce sont les États-Unis qui enterrent l'âge de guerre. Tout en appliquant cet accord nucléaire, nous reconnaissons qu'il subsiste des divergences entre les États-Unis et l'Iran. Nous restons déterminés à empêcher l'Iran de déstabiliser la région, ce qui inclut ses menaces contre Israël et nos partenaires du Golfe, de même que son soutien à de violentes organisations satellites au Yémen et en Syrie. Téhéran peut enfin respirer, même si son programme nucléaire et balistique continuera d'être surveillé à la loupe. Dans l'enceinte du Parlement iranien, Mohamed Zarif est fêté en héros de la nation. À la tribune, le président Hassan Rouhani peut dignement présenter le 6e plan quinquennal de son pays. Les négociations sur le nucléaire résultent de la volonté du guide suprême de la révolution, avec l'aval du peuple et l'assentiment de tous les fondements de l'État. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. À Jérusalem, les réjouissances ne sont pas de mise. Benyamin Netanyahou a profité du traditionnel Conseil des ministres pour réaffirmer la position d'Israël, une mise au point aux allures d'avertissement. Sans nos efforts pour aboutir à des sanctions contre son programme nucléaire, l'Iran aurait acquis depuis longtemps des armes nucléaires. La politique d'Israël demeure inchangée. Nous ne permettrons pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Contraint de se soumettre au verdict de la diplomatie, Israël ne manquera pas de dénoncer la moindre violation iranienne de l'accord. Le cas échéant, les sanctions seront immédiatement rétablies. Alors l'entrée en vigueur de cet accord s'accompagne également d'un échange de prisonniers inédit entre l'Iran et les États-Unis. Les Américains ont notamment obtenu le retour d'un journaliste correspondant du Washington Post à Téhéran qui venait d'être condamné pour espionnage. Julia Ganancia. Ils sont désormais libres. 4 Irano-Américains ont finalement été libérés par les autorités iraniennes et leur avion, ici en escale à Genève, se posera ce soir sur le sol américain. Aux États-Unis, leur famille les attend et certains ont du mal à y croire. C'est tout simplement une nouvelle spectaculaire. Nous sommes si heureux. J'ai vraiment hâte de le voir. J'espère juste qu'il est en bonne santé. Jason Rezaian, 39 ans, avait été arrêté en juillet 2014 chez lui à Téhéran. Il travaillait comme correspondant du Washington Post depuis 2 ans. Accusé d'espionnage, il avait été condamné fin 2015 à une peine de prison dont la durée n'avait jamais été annoncée publiquement. Le pasteur irano-américain Saïd Abdeini avait été arrêté en 2012 pour raisons religieuses. Il va lui aussi retrouver la liberté. C'est irréel, c'est juste incroyable. Il est sorti d'Iran puis est allé en Allemagne pour recevoir des soins médicaux. Maintenant, j'attends de ses nouvelles. Toutes ces années ont vraiment été comme des montagnes russes émotionnellement. Libre aussi, l'ancien marine Amir Hekmati. Reconnu coupable d'espionnage, il avait été condamné à mort avant que sa peine soit commuée en 10 ans de prison.
Enfin, Nosratola Khosravi-Roodsari, qui n'a semble-t-il pas voulu quitter l'Iran immédiatement. Un échange qui a aussi obligé à la clémence les États-Unis. Il relâche ainsi 7 prisonniers iraniens condamnés pour ne pas avoir respecté les conditions des sanctions imposées à l'Iran. Alors il y a évidemment ceux qui ne partagent pas cet optimisme général et ces sourires affichés comme on l'a vu à Téhéran. C'est le cas d'Israël. Bonsoir Dror Even Sapir. Comme on pouvait s'y attendre évidemment, Netanyahou lui reste le chien de garde on va dire de cet accord sur le nucléaire. Oui, et il se fait peut-être le porte-voix d'autres puissances régionales qui, elles, n'osent pas s'exprimer peut-être aussi directement contre l'accord, notamment les pays du Golfe. Alors, du point de vue de Netanyahou, il reste encore 2 cartes à jouer. Bon, l'accord est un fait accompli, hein. Mais il reste 2 cartes à jouer. La première, c'est celle de l'éventuel non-respect par l'Iran des clauses de l'accord. C'est ce que Benjamin Netanyahou a dit ce matin à l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son gouvernement. Nous surveillerons de près l'application de l'accord, ce qui signifie très clairement que les agences de renseignement israéliennes, le Mossad notamment, auront un rôle crucial à jouer sur le terrain, non pas pour bloquer les progrès du programme nucléaire iranien, comme c'était peut-être le cas dans le passé, mais pour surveiller que l'accord de Vienne est bel et bien appliqué. Et puis deuxième carte à jouer du point de vue d'Israël, c'est de rappeler, de mettre en garde contre les conséquences de la levée des sanctions effectives dès aujourd'hui. Lever des sanctions, ça signifie que l'Iran pourrait peut-être sortir de son marasme économique et donc investir des sommes plus importantes encore que par le passé dans les organisations terroristes qu'elle soutient dans la région. Le Hezbollah libanais, c'est une évidence, et peut-être aussi le Hamas palestinien, même si les relations entre le Hamas et l'Iran ne sont plus ce qu'elles étaient, puisque le Hamas s'est éloigné de la République islamique suite à dès les premiers jours de la guerre civile iranienne, de la guerre civile syrienne, pardon. Alors il y a les États-Unis, on a vu tout à l'heure ce message de Barack Obama, à la fois optimiste, mais aussi empreint de méfiance. D'ailleurs, des sanctions, le jour même où la communauté internationale décide de lever les sanctions contre l'Iran, conformément aux clauses de l'accord de Vienne, eh bien, les États-Unis décident d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. Là, ça ne concerne pas le programme nucléaire, mais l'un de ses aspects, le programme balistique, parce qu'il n'y a pas de menace nucléaire sans progrès dans l'arsenal de missiles dont dispose la République des Mollahs. Donc, et sur cet aspect précis, les États-Unis ont décidé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Mais vous savez, Barack Obama considère que l'accord de Vienne, c'est l'un des grands succès de son mandat, et lui et son administration croient dur comme fer aux vertus de la diplomatie. De ce point de vue-là, il y a une très très nette différence, voire un désaccord total entre Washington et Jérusalem. Alors, et puis Téhéran, maintenant, reste à savoir comment les Iraniens vont se positionner une fois que cet accord, évidemment, entre en vigueur. Alors, en Iran aussi, il n'y a pas un véritable consensus, puisque les éléments les plus conservateurs sont opposés à cet accord, qu'ils considèrent être un accord mauvais pour les aspirations nucléaires civile de la République islamique. Et puis le guide suprême du régime, l'ayatollah Khamenei, a été très clair. Il n'est pas question de normaliser les relations de son pays avec les États-Unis. Ce que les conservateurs craignent en Iran, c'est qu'à la faveur de la levée des sanctions, les investisseurs étrangers, notamment occidentaux, arrivent en masse dans l'économie du pays, et que donc il y aura des changements sociaux qui pourraient favoriser les tendances les plus libérales, modernes, pro-occidentale de la société iranienne. Et là, ça pourrait bien évidemment constituer un danger politique pour les éléments les plus conservateurs du régime. Merci, Dror Even Sapir. Et puis l'Iran qui va donc récupérer à partir d'aujourd'hui des avoirs qui étaient bloqués sur des comptes à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, John Kerry l'a dit tout à l'heure, 1,7 milliard de dollars qui vont être immédiatement libérés à destination de Téhéran. Cela signifie également la possibilité désormais de commercer librement avec l'Occident afin de faire rentrer des devises dans un pays au bord de l'asphyxie. David Neyman. À peine officialisée, la levée des sanctions contre Téhéran ouvre des perspectives de redressement majeures pour l'économie iranienne. Le président Rouhani n'a pas attendu davantage pour présenter au Parlement ce dimanche son budget de l'après-sanction. Avec l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire, les sanctions oppressantes imposées contre le pays et qui avaient mis beaucoup de pression sur notre économie et sur le bien-être de notre peuple ont été levées avec l'aide de Dieu. 10 années de mesures de rétorsions internationales auront laissé des traces, près de 500 milliards de dollars de coûts, d'après les estimations.
Dans un premier temps, les autorités misent sur un retour massif de l'investissement étranger. Les ambitions sont élevées. Pour atteindre une croissance de 8%, nous devons attirer 30 à 50 milliards de dollars en investissements étrangers chaque année. Et les chantiers ne manquent pas. Outre des infrastructures à remettre à niveau, l'Iran offre son gigantesque potentiel énergétique. Première réserve mondiale de gaz, quatrième de pétrole. La République islamique est tout de même consciente que le contexte actuel ne lui permettra pas de propulser son économie uniquement par ce biais, avec des cours au plus bas depuis 12 ans. La perspective de faible prix du pétrole dans les années à venir et des potentiels inexploités dans de nombreuses industries, tout indique que la demande intérieure ne peut pas pousser à elle toute seule l'économie vers la croissance économique de 8%. Un objectif qui dépasse les prévisions du FMI, 5% de croissance pour la première année sans sanctions. Enfin, plus immédiat, Téhéran s'apprête à récupérer dans ses caisses plusieurs dizaines de milliards de dollars issus d'avoirs gelés. De quoi desserrer l'étau sur ce pays de 80 millions d'habitants, toujours en proie à la récession, à un taux de chômage élevé et à l'hyperinflation. On reviendra sur le dossier iranien dans une vingtaine de minutes avec les points de vue confrontés de deux experts sur le sujet. Je vous le disais en titre, une Israélienne poignardée à mort chez elle tout à l'heure. Cela se passe à Othniel, en Cisjordanie. On va retrouver en direct notre envoyée spéciale Julia Ganancia. Bonsoir Julia. D'abord, qu'est-ce que l'on sait exactement de cette attaque terroriste, de ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, eh bien, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi. Daphna Meir, une femme de 38 ans, a été poignardée à mort chez elle par un terroriste qui s'est introduit dans sa maison alors qu'elle y était avec ses 3 enfants. Et l'homme l'a poignardée alors que ses 3 enfants étaient là, tout près d'elle. Donc des faits très violents qui ont beaucoup secoué ce village d'Othniel, cette implantation d'Othniel, dans laquelle la famille est très connue. Le terroriste a ensuite pris la fuite en raison d'un détail sordide. Le couteau avec lequel il poignardait la jeune femme, la victime, est resté coincé dans son corps. Il n'a pu le retirer et s'est donc enfui. Alors après cela, il y a évidemment eu une grande chasse à l'homme. Vous pouvez l'imaginer. On a vu beaucoup de soldats, de l'armée, la police aussi, qui est à ses trousses. Et puis une nouvelle qui vient de tomber. L'armée nous dit ce soir que le terroriste n'est pas dans le secteur. Il a dû donc s'enfuir. En tout cas, ce soir, soulagement pour les villageois parce que ce terroriste n'est a priori pas dans ce secteur, mais aussi évidemment l'effroi et la peur qu'il puisse revenir ou que d'autres puissent revenir. Il y a donc une ambivalence ce soir sur des sentiments très partagés et un choc énorme parce que cette famille, comme je vous l'avais dit, était très connue dans ce village et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose d'aussi brutal et d'aussi violent qui se déroule dans ce village calme. En tout cas, l'armée a tout fait pour essayer de retrouver le fugitif. On a vu des fusées éclairantes qui pouvaient éclairer le secteur et puis des barrages aussi avec des contrôles d'identité. Mais le fugitif a pu tout de même quitter les lieux rapidement. Alors en tout cas, Benyamin Netanyahou vient de réagir et promet que l'assassin sera retrouvé et paiera pour son crime. Je cite la déclaration du Premier ministre. Julia, il y a eu également aujourd'hui 2 autres tentatives d'attaque au couteau, toujours en Cisjordanie. Oui, tout à fait. Une journée chargée avec une Israélienne qui a été très grièvement blessée dans cette attaque d'Othniel, mais un peu plus tôt cet après-midi, une terroriste palestinienne qui a été appréhendée à l'entrée de Kiryat Arba, donc tout près d'Hébron encore une fois, et elle tentait de s'approcher de la localité. C'est un couteau qui a été trouvé dans ses affaires par les forces de sécurité qui ont, elles, été alertées par un résident. Donc voilà, et puis une autre tentative d'attaque, cette fois près de Naplouse, où un terroriste s'apprêtait à attaquer des soldats. Et lui, il a été tué par des soldats israéliens au sud donc de Naplouse. Ils se sont rendus compte que le terroriste était en train de leur courir dans leur direction et ont donc tiré sur ce Palestinien qui est décédé.
Merci Julia Ganancier en direct d'Otniel, donc, et vous intervenez évidemment à tout moment s'il y a d'autres développements. Cela intervient au moment où le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait lutter de manière plus importante contre les trafics d'armes illicites qui se déroulent notamment au sein de la communauté arabe israélienne. Et ce, après l'attentat de Tel Aviv d'il y a une dizaine de jours où un terroriste avait ouvert le feu en pleine rue à l'arme automatique, tuant 2 personnes avant d'assassiner un chauffeur de taxi. Enquête au cœur de ces trafics avec ce reportage de Mathias Inbar. Des photos sur tous les murs, un souvenir omniprésent. Impossible de ne pas ressentir la tristesse de la famille Fredj. Cela fait 1 an que leur fils, Soueb, ancien joueur de football de l'élite en Israël, a été tué dans son village d'une balle dans le cœur. Les armes détruisent les maisons. Ils tuent les jeunes gens, tuent nos jeunes, comme Soued. C'était un jeune avec plein d'avenir et ils l'ont tué. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il le tuer ? Il était aimé de tout le monde ici. Comme Soueb, 1112 Arabes israéliens ont été tués depuis octobre 2000. Plus des 3/4 par arme à feu, volées au sein de l'armée israélienne et qui transitent ensuite dans le secteur arabe israélien. Si les leaders de ce secteur acceptent de parler de jungle, ils demandent aux autorités israéliennes d'agir. Tant que ces assassins ne seront pas arrêtés ni jugés, cela vaut le coup de tuer. Ces jeunes considèrent peut-être que c'est un acte héroïque de posséder une arme, de tirer et de tuer sans qu'ils soient inquiétés par la police. La police a tous les outils pour trouver l'assassin de mon fils, mais elle ne veut pas faire d'efforts. Benjamin Netanyahou a beau avoir annoncé un renfort conséquent de policiers dans le secteur arabe, un trompe-l'œil pour cet ancien chef de conseil d'un village arabe israélien. Son fils a lui aussi été assassiné. 90% des meurtres dans le secteur arabe restent impunis. Presque 90% des armes qui ont servi à ces meurtres ne sont pas saisies. Aujourd'hui, c'est la jungle dans la communauté arabe. Tout le monde peut obtenir une arme. Il y a un stock permanent. Ces armes viennent de l'armée israélienne. Selon les statistiques qu'ils nous montrent, 50% des meurtres sont commis par 20% de la population. C'est 5 fois plus que du côté juif israélien. Kamal Ryan insiste sur ce fléau criminel laissé en l'état par la police israélienne. Des actes criminels qui pourraient bien se transformer en actes terroristes. Il y a la grille tarifaire du prix des armes, de 1000 à 75 000 shekels. Si tu veux des grenades, tu en auras pour 300 shekels. Mais si tu veux un bazooka, il te faudra 75 000 shekels. Je l'ai dit au Premier ministre, comme ce fut le cas à Harara. Celui qui tire à Kfar Qassam pourra le faire à Rosh Haïn. Celui qui tire à Tira pourra le faire à Kfar Saba. Et celui qui tire à Taïbé pourra le faire à Natania. Ce n'est qu'une question de temps. En 2014, 68% des assassins par arme à feu seraient arabes israéliens. Le responsable du meurtre de Soueb Fredj reste lui, toujours dans la nature. 29 morts, dont 14 étrangers. C'est le bilan définitif de l'attaque menée par des djihadistes vendredi soir à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 2 Français figurent parmi les victimes de cet attentat qui a été revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Léa Berdugo. L'attaque est d'une ampleur inédite dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Près de 30 personnes sont mortes dans l'assaut contre un hôtel et un restaurant de la capitale. Près de 48 heures plus tard, les rescapés sont encore sous le choc. Ça a tiré de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir parce que là, ils ne blaguaient pas. Vraiment, c'était des tirs. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. C'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Les victimes seraient de 18 nationalités différentes. Parmi eux, 6 Canadiens, 2 Suisses, 1 Américain, mais également 2 Français et un Portugais résidant en France. L'attaque a été revendiquée par AQMI, qui l'a attribuée au groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Le ministre de la Sécurité intérieure annonçait samedi dans la soirée que les corps de 3 djihadistes avaient été identifiés. Ils ont péri durant l'assaut mené par les forces de l'ordre du Burkina Faso. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait eu effectivement des
des femmes, effectivement, parmi les océans. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de donner plus de précisions sur les identités et sur le nombre exact. Le groupe Al Mourabitoun avait déjà revendiqué l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre dernier, qui avait fait près de 30 morts. Alors on va retrouver notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. Que sait-on justement de ces deux Français et de ce Portugais qui travaillaient tous trois pour la même entreprise en France? 3 hommes. 3 collègues de travail, des pros, comme on dit dans le métier, qui se connaissaient bien, qui avaient l'habitude de voyager, de travailler à l'international. Eddy Toiti, 54 ans, il habitait Fontaine-Saint-Lucien. Arnaud Casier, 41 ans, il était de la région nord de Beauvais. Antonio Basto, 52 ans, citoyen portugais. Il avait fait sa vie en France. Ils travaillaient donc tous les 3 pour une entreprise, une petite entreprise de levage lourd pour l'industrie et les transports exceptionnels, située à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le département du Val d'Oise. Ils étaient partis pour une mission courte, une mission qui avait débuté le 5 janvier, et ils devaient rentrer ce soir, ce dimanche, en France. Leur vie s'est arrêtée brutalement sur la terrasse du Cappuccino, ce bar-restaurant de Ouagadougou, un café particulièrement apprécié et fréquenté par les Français. Alors Olivier, on peut évidemment s'empêcher de penser que c'est la France qui a sans doute été ciblée par ce groupe terroriste. Alors ce sont clairement les ressortissants étrangers qui étaient visés, et donc par ricochet, Jean-Charles, les Français, bien sûr. Il y a 3500 expatriés français au Burkina Faso et plusieurs autres milliers qui vont et qui viennent, qui font des missions courtes, parfois de 8 jours, 15 jours, 1 mois. Et sur place, vous savez, quand on est loin de Paris, eh bien, on a tendance à se regrouper, à fréquenter les mêmes cafés, les mêmes restaurants, les mêmes hôtels. Et bien sûr, on ne passe pas inaperçu. Vous me demandez si la France était visée dans cette attaque. La réponse est clairement oui, Jean-Charles. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la participation de Paris à la coalition qui frappe en Afghanistan, en Irak et puis depuis quelques semaines maintenant en Syrie. Mais il y a plus surnois aussi. Il y a la conception, l'attachement, la défense de la France, de sa propre laïcité. Il y a aussi le foulard, le voile islamique, la burqa, la dissimulation du visage interdite dans l'espace public français depuis quelques années maintenant, et cela n'est toujours pas digéré par les intégristes, les djihadistes. Vous vous souvenez peut-être, Jean-Charles, de cette petite phrase d'un des porte-parole de Daesh. C'était en septembre 2014. Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et les sales français, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. Les djihadistes s'en sont pris avec une violence incroyable, une violence inédite à la France et aux Français depuis cette véritable déclaration de guerre. La France est une cible pour l'Afrique. Oui, Jean-Charles, le Burkina Faso est coincé, vous le savez, au sud avec la Côte d'Ivoire et au nord avec le Mali. Et l'armée française a combattu sévèrement les islamistes du Mali et soutient encore aujourd'hui l'action africaine contre la secte Boko Haram. La France est surexposée à la menace terroriste parce qu'elle est active tant sur le plan international, la politique internationale, et sur le plan militaire. Et la France est visée parce que toucher la France ou un Français, eh bien, c'est quelque chose de prestigieux. Voilà pourquoi les Français au Burkina Faso étaient bien dans le viseur des djihadistes. Merci Olivier Lerner, donc en duplex de Paris. Et puis on parlait donc de ces 2 victimes françaises. Écoutez justement la fille de l'un de ces Français assassinés au Burkina Faso qui réagissait tout à l'heure sur notre antenne. Dès le matin, on a su qu'il s'était passé quelque chose au Burkina Faso. Mon père était là-bas pour le travail. Et on a essayé d'appeler les hôpitaux, etc. l'après-midi pour savoir s'ils avaient son nom quelque part. On n'a pas trouvé. C'est l'ambassade qui a fini par nous appeler à 18h pour nous confirmer sa mort. À chaque fois, il partait dans des endroits terribles. Il n'était jamais confiant. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un tel scénario, mais il n'était pas très serein, c'est certain. Lundi, maman et mon petit frère de 6 ans vont aller voir un médecin parce que je pense qu'ils en ont besoin. Pour l'instant, très honnêtement, on ne sait pas où on va parce qu'on ne s'attendait pas à une si terrible nouvelle. On est un peu dans l'inconnu et on attend.
Alors derrière cette attaque se cache le groupe AQMI dirigé par Mokhtar Belmokhtar, un chef djihadiste insaisissable pour l'armée française qui le recherche. Maël Benoliel. Il a été déclaré mort à plusieurs reprises ces dernières années et pourtant, Mokhtar Belmokhtar, né en Algérie il y a une quarantaine d'années, est le cerveau présumé des attaques sanglantes du Burkina Faso. C'est en tout cas le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, dont il est à la tête, qui a revendiqué l'attentat dans lequel au moins 28 personnes ont été tuées. Celui qui a été surnommé le Borgne après avoir perdu un œil lors d'une mauvaise manipulation d'explosifs a tout appris d'un certain Oussama Ben Laden. Dans les années 80, il prête allégeance à Al-Qaïda, avec qui il combat en Afghanistan contre les soviétiques. Dans les années 90, il retourne faire le djihad dans son pays natal. Là-bas, il sera condamné 2 fois à la peine de mort pour ses activités terroristes, avant de quitter AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb en 2012, après un conflit avec le leadership local. De là, il devient le chef d'Al-Mourabitoun, toujours affilié à Al-Qaïda, mais qui opère surtout en Afrique de l'Ouest. Mokhtar Belmokhtar a toujours préféré des attaques de grande ampleur à de petits assauts. C'est lui qui est derrière l'attaque du complexe gazier d'In Amenas en Algérie en janvier 2013. C'est encore lui qui a revendiqué l'attaque du Radisson Blu de Bamako en novembre dernier. Son mouvement terroriste s'oppose à Daesh qui lui a déjà fait perdre de nombreux combattants dans la région. Et puis en Afghanistan, il y a ce nouvel attentat suicide qui s'est produit lors d'une assemblée de chefs tribaux près de Jalalabad. Un kamikaze s'est fait exploser, il y a au moins 14 morts, mais les talibans nient être derrière cette attaque. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour évoquer la visite du pape à la synagogue de Rome.